Heroes never die. Nerf this. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 5 de Nerf This Podcast, un épisode qui vient conclure cette première étape de l'Overwatch League. Et pour m'accompagner, il est là comme chaque semaine, c'est Stuck Logo. Salut Logo. Salut Alki, comment ça va ? Bah ça roule pas mal. Et pour nous accompagner cette semaine, on a encore du très très haut niveau puisque c'est Monsieur Chetwan qui nous fait l'honneur d'être parmi nous le sosie officiel de Jesse McCree. Salut Chetwan. Salut à tous les deux, ça fait plaisir d'être parmi vous. Merci. Alors Chetwan, on le rappelle aux rares qui ne le savent pas, tu es caster, analyste et hôte du stream français officiel de l'Overwatch League, ce qui veut dire que tu as vécu un week-end long, fatigant mais riche en émotions, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça, c'était long mais c'était très très bon. C'est parfait, c'est tant mieux comme c'est comme ça. Vous l'avez sans doute suivi, la première étape de l'Overwatch League s'est achevée ce week-end. On a eu des playoffs haletants, des vainqueurs impressionnants et des matchs décisifs pendant la semaine 5. On débriefe tout ça dans cette émission. C'est parti pour Nerf This Podcast. Alors, on va commencer par le plus important, messieurs, puisque la finale de cette première étape s'est jouée, c'était dimanche, ça a commencé vers 3h du matin, quelque chose comme ça, et ça opposait Londres, les Spitfire, au New York Excelsior, et Londres s'est imposé 3-2 au terme d'un marathon absolument incroyable. Ils avaient déjà joué plus tôt, ces deux équipes-là s'étaient déjà affrontées plus tôt dans la matinée, et Spitfire était mené 2-0 à la pause, on s'est dit c'est fini, et non, ils ont réussi à revenir. C'était la remontada, je n'aime pas trop ce terme à quelques jours d'un match du PSG, mais c'est comme ça. Messieurs, Chetwan, toi d'abord, qui a casté ce match en direct, c'est quoi les émotions qui te reviennent là, les premières impressions que tu as 2 jours après déjà presque? 2 jours après, c'est que ce match, malgré les conditions, vu les heures qui sont un peu difficiles, la fatigue accumulée, etc., c'est ce genre de match-là qui te redonne à chaque fois l'énergie nécessaire pour aller au bout, qui te refait encore plus aimer le jeu, alors que tu croyais l'aimer déjà suffisamment. Et c'est ce genre de match qui fait tellement plaisir parce que tu as 2 équipes qui ont un niveau de jeu extraordinaire, avec quand même un petit favoritisme pour les Excelsior de la part de la globalité de la communauté, et tu as une énorme remontée des enfers, c'était fou. Alors pour débriefer un petit peu ce match, on va commencer donc justement, on l'a dit, Excelsior qui a mené d'abord 2-0, ils ont commencé par Junkertown. On a vu un Jonak sur Chopper, logo, qui a été assez énorme dans le dernier point. En face, Londres avait quelques secondes pour essayer de tenir. Ils ont tenté une quad tank sur la fin qui n'a pas très bien passé. Sur cette première map, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Jonak a fait un gros boulot sur un pic qu'on n'attendait pas forcément. Bah oui, ils ont plutôt surpris New York parce ils ont une stratégie très particulière qui n'est pas spécialement méta. Enfin, les pics sont méta, mais pas vraiment la manière de les jouer, puisqu'ils jouent vraiment autour de Jonak qui est pocket, qui est babysit par Mercy, par le reste de l'équipe. Les tanks restent très proches de leur support. Et là, pour le coup, Jonak était sur Chopper. C'est la première fois qu'on l'a vu de tout le tournoi jouer sur ce pic-là. Et il a été vraiment très intéressant. Il a fait des très bons hooks. Ils se sont bien positionnés. Enfin, on sentait que Londres, était pas du tout prêt à jouer contre Chopper, et ça les a bien surpris. Ils ont bien joué là-dessus. Et puis de l'autre côté aussi, la réaction de Londres est très très particulière, hein, pour la deuxième attaque de New York, quand ils défendent avec une quad tank, une Moira Lucio qui est absolument pas méta, qu'il sera certainement là, dans 2 semaines, mais qu'il ne l'est pas encore aujourd'hui. C'était curieux, et ça a foiré logiquement. C'était Mais bizarre, ouais, je m'excuse, mais chez toi, vous avez trouvé ça bizarre, vous le disiez en direct, et tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. C'est un peu étonnant, sachant que le point de changement des héros est juste à côté. Tu sais que tu vas te faire contrer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-dessus, à ton avis ? C'est la question qu'on s'est posée. Alors on l'a énoncé vite fait en live, mais on en a plus discuté en off entre nous, et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas compris. Dans un sens, moi je comprenais le raisonnement du genre, on n'a qu'une minute, il faut sortir quelque chose qui va un peu surprendre, quelque chose qui peut limite qui sort de l'ordinaire, tu vois, pour les déstabiliser. Mais comme tu le dis si bien, le spawn est juste à côté, donc
tu vas être déstabilisé 3 secondes, puis après, tu vas juste prendre les pics qui font Bah, le c'est ça, travail, ouais. Il tu y a vois. une Farah qui est Et en sortie. l'occurrence, la Farah, Ouais, bah, il n'y avait rien en face pour la choper, quoi. rien du tout. Je pense que c'était symptomatique parce qu'ils avaient perdu plus tôt dans la journée, tu le disais, le premier quad map contre Londres, Mhm. Mm. contre New York, pardon. Et c'était un petit peu, ça montrait, bah voilà, au niveau du skill pur, on se sent pas, on sent qu'ils sont plus forts et on n'a pas confiance, donc on va essayer de les surprendre. Mais New York a très bien réagi et c'est un truc qu'ils ont fait au début, en tout cas au début de ce match, ils ont vraiment été stratégiquement au-dessus et ils ont bien réagi. Et il y a aussi des excentricités de Londres qui ont eu lieu pendant le reste du match et ils ont eu raison à chaque fois, New York, ils ont été intelligents pour switcher. Là, pour le coup, bon, ça ne demandait pas un énorme QI Overwatch, Pas trop. mais ils ont quand même eu la lucidité de le faire tout de suite, quoi. Ouais, alors donc ça c'était pour Junkerton de la première match, et sur la deuxième map, on a cru que c'était déjà la fin des Spitfire, puisque c'était sur Oasis la map de contrôle, et à chaque fois les Spitfire sont arrivés à 99-0, et derrière bam, ce sont les Excelsior qui reviennent et qui finissent à 199. On a eu un énorme CB Olby. Moi c'est lui qui m'a marqué, et surtout Logo il remplaçait Pine, alors que d'habitude on voit Pine sur ce genre de map. Bah là, c'est lui qui a fait le café, et cette victoire, elle est en grande partie, je trouve, grâce à lui. Oui, il a été très fort, il a été vraiment très clutch. Vraiment, dans mes notes, j'ai mis clutch de chez clutch, c'est-à-dire que vraiment, là, au moment où il fallait mettre le point final sur les maps, il était toujours là pour faire le quadra kill, le triple kill. Un des énormes facteurs aussi de ce début de rencontre de New York qui était quasi parfait, c'était Arc, qui sur sa Mercy a vraiment été très fort, que ce soit dans son positionnement, dans sa capacité à faire les ultis au bon moment. Enfin, il était vraiment, on a l'impression qu'il était invincible, quoi. Personne n'arrivait à s'en occuper du côté de Londres. Et puis il chargeait ses ultis à une vitesse folle. Il en avait vraiment beaucoup. Et puis l'autre facteur, je dirais, le dernier facteur, c'est Meko, qui fait aussi un très très bon début de match avec sa diva, parce qu'il a cette capacité de épiler, donc c'est-à-dire de défendre les supports de son équipe et de faire des dégâts en même temps. Il a un espèce de positionnement à 45 degrés très particulier, et il arrive vraiment à mettre la pression sur les deux côtés, et sur la backline, sur sa backline et sur la frontline adverse. Et il a vraiment été très très bon en début de match, en début de match en tout cas. Bon, donc cette map-là, on l'a dit, à l'avantage encore une fois des Excelsior. Et alors derrière, c'est l'inversement total. On part sur Horizon. Donc, alors c'était un format un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude. C'était un best of 5. Donc c'est-à-dire que la première équipe à 3 l'emportait, contrairement au quad map où on joue quoi qu'il arrive les 4 matchs. Et alors là derrière sur Horizon, on a vu une stratégie un petit peu différente du côté des Spitfire, puisque on a pris enfin un petit peu différente. En tout cas, on a pris une Sombra et ça a pas mal marché. Ils ont réussi à aller prendre le point A avec un peu de temps, et finalement le point B avec un peu de temps aussi. Et puis finalement, ils ont réussi à contrer New York. Toi, Shaitwan, est-ce que cette map-là, dès la fin, avec cette victoire, en tout cas des Spitfire, tu t'es dit, waouh, c'est bon, ça y est, ça repart, ou alors on était encore un peu hésitant? Bah, je les ai trouvés. Enfin, ça a marché, tu vois, mais la stratégie Sombra était déjà à la base, si je dis pas de bêtises, contrée par les New York Excelsior parce qu'ils jouaient pas sur la hauteur, ils jouaient déjà sur le point, il me semble. Exactement. Et Ouais, c'est ça, c'est ouais. vrai que la stratégie Sombra, normalement, c'est une stratégie qui est mise en place pour que la Sombra avec la Tracer aille hacker les packs de soins entre le point A et le point B, et puis se positionne directement sur le point, commence à taguer et force l'équipe adverse à descendre de sa hauteur. Et après, on fait une fight avec un IEM et normalement, ça se passe bien. Là, le problème, c'est que les New York Excelsior sont déjà sur le point. Ils s'attendent certainement à une stratégie Sombra. Et quand on est déjà sur le point, bah, tu peux pas commencer à taguer. Et du coup, bah, leur défense est bien mise en place. Mm. Ils ont les positionnements, etc. Donc, c'était compliqué pour les London. C'est passé. Certes, on s'est dit, au moins ça relance le match un petit peu, ils partiront pas sans rien, mais je me suis pas encore dit c'est la remontée assurée, quoi. Ouais. Et pourtant, derrière, ils ont fait une super bonne défense, puisque eux, de leur côté, se sont mis sur la hauteur avec le fameux combo alt-hook de Jester et Bédocine sur Orisa et Chopper. Et à chaque fois, Spitfire, Excelsior s'acharnait un petit peu à essayer de leur rentrer dedans avec de la dive, et ça n'a pas forcément pris. Moi, j'ai trouvé à ce moment-là que Excelsior pêchait peut-être pas par orgueil, mais en tout cas avait l'air un peu plus limité dans leurs options. Et derrière, c'est ce qui a
peut-être fait que cette map-là est partie dans les mains de Spitfire. Derrière, on a eu Numbani. Là, on a eu encore une bonne défense de New York. Et finalement, c'est passé. Et derrière, là, c'est, à mon avis, le petit exploit, c'est le full hold des Spitfire sur le convoi, qui donc empêche complètement les Excelsior de le prendre. Et ça force la map 5. Logo, est-ce qu'à ce moment-là, on s'est dit, ça y est, c'est bon? Bah, ils ont le momentum. Après, ils venaient quand même de faire déjà 2 quad maps dans la journée. C'était leur 3e rencontre. Mais il y a un facteur qui, pour moi, est vraiment déterminant sur la fin de match de Londres, c'est Birdring, qui s'est mis à beaucoup plus OTP Fatal. Ça avait déjà bien marché sur Horizon. Ça marche bien ensuite sur Lumbani. Et il a vraiment été très fort. À mon sens, c'est le MVP de la rencontre, en tout cas. Il a une Fatal qui a mis constamment la pression, ça a vraiment counter cette stratégie très tortue qu'avait New York depuis le début de la phase. Et en fait, derrière, ils n'ont pas été capables de protéger Jonak. Birdring a été extrêmement précis, très volatile, très difficile à prendre. Le combo a tout qui n'a pas marché. Janus arrivait moins bien à tenir sa front lane et ça a vraiment été le facteur. Et derrière, ils se sont reposés sur Birdring du début jusqu'à la fin, Londres, et ça a marché. Mais je suis très content qu'il me parle de Birdring, puisque sur la map suivante, moi je l'ai vu sur Dorado au moment où New York attaquait, ils ont mis beaucoup de temps à prendre ce premier point, et alors derrière, ça a déroulé, puisque en fait Birdring était sur le côté juste à gauche du portail, si vous voyez, vous n'allez pas l'acheter, hein, mais bon, vous voyez la marche de Dorado avec la fontaine, blabla, le portail, à gauche vous avez un petit ruelle, et puis en face vous avez la banque. Et là Birdring il était là, à sauter à gauche à droite avec son grappin, et à mettre des têtes à tout ce qui bougeait, et du coup, les Excelsior étaient obligés de reculer, et c'est là où je trouve les Spitfire ont avancé suffisamment pour se permettre d'avoir un deuxième point assez facile et derrière de pouvoir avoir en tout cas une bonne avancée du convoi. Et derrière, c'est la défense qui donne la victoire. Et alors, moi, il y a un play qui a été déterminant pour moi, c'est ce fameux pneumastique de Profit qui fait tout le tour de l'église et qui va chercher la hanche de Arc qu'on disait invincible de l'autre côté. À mon avis, ça se joue là. Chez toi, est-ce que tu es d'accord que c'est le tournant? Ouais, bah de toute façon, c'est ce place déjà, rien que dans la manière dont il est fait, la manière dont il a été observé en plus, il est magique parce que on suit un pneumatique qui fait le grand tour, il entre dans cette église et nous on voit pas grand chose et là c'est double kill sur les 2 supports, ils étaient chacun à un bout de banc, c'était assez incroyable et de manière générale, Profit, je crois c'est Birdring qui était MVP de cette rencontre, il me semble. Ouais. Mais Profit a été assez solide. On le dit souvent, il est un petit peu en dents de scie, mais quand il éclate, il est vraiment magnifique, quoi. Moi, c'est un joueur que j'avais vraiment hâte de voir évoluer en Overwatch League. Et certes, il a déçu de temps en temps, mais il est quand même fort. Bah, en début de rencontre, Profit, il était plutôt transparent, hein. De là de dire qu'il était mauvais, je ferai pas ce pas, mais il n'était pas clutch en tout cas. On le voyait pas dans les teamfights faire le dernier petit move qui pouvait faire basculer la rencontre du côté de Londres. Mais par contre, sur les 2 dernières maps, et particulièrement sur Dorado, qui était la dernière map, il était vraiment très impressionnant. Et il a fait la différence aussi sur son Genji, aussi, sur la 3e partie. Il a fait aussi des plays qui étaient très fortes, quoi. Et voilà, Birdring était très constant. Et Birdring, Profit, c'est un peu le facteur X. C'est ça. Quand ça marche pour lui, ça marche pour Londres. Et du coup, derrière, tout fonctionne. Donc ça c'était la finale, messieurs. Juste avant, donc les Spitfire affrontaient les Outlaws dans la demi-finale. Les Outlaws qui avaient obtenu leur billet à la dernière seconde, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des matchs de la semaine. Et les Spitfire qui se sont imposés 3-1, donc ont réussi à aller en finale. Ça a été un peu moins équilibré que la finale en l'occurrence. Les 2 équipes qui s'étaient déjà jouées d'ailleurs plus tôt cette semaine, et c'était Outlaws qui avait gagné 3-1. Alors là on a eu une première map très serrée à l'avantage, donc c'était Dorado qui a été à l'avantage de Houston, et alors derrière ils n'ont plus pris un seul point. Qu'est-ce qui s'est passé chez Twine dans leur tête? On sait pas trop, hein. C'est vrai que les Houston Outlaws sont étonnants depuis le début de la saison régulière. Ils ont surpris tout le monde, ils sont venus chercher les Coréens, ils ont pris leur place dans les trois premiers finalement. Ils finissent 2e de la saison même. Ouais, c'est ça. Ils ont éclipsé les Seoul Dynasty, les Los Angeles Valiant, etc. Enfin bon, et finalement cette rencontre face au London Spitfire, elle commence très très bien. On a un Jake qui, comme d'habitude, brille de 1000 feux oui. avec un Junkrat. Et derrière, il y a
je sais pas, j'arrive pas à comprendre exactement ce qui s'est passé, mais ça part complètement en cacahuète et il y a plus personne. Ouais, alors on peut faire un petit déroulé des maps. Donc Dorado, on l'a dit sur le premier. Moi, il y avait, en fait, les Spitfire ont été beaucoup dans l'action, mais au contraire, les Outlaws dans la réaction avec leurs ultis, notamment pour contrer les lames du dragon de Profit et des choses comme ça. Et du coup, moi, je les ai trouvés plus en contrôle que Spitfire qui essayait de dérouler, qui se faisait un peu contrer. Et alors derrière, sur Ilios, ça a été le déroulage total, puisque Birdring, encore lui, sur Macri a fait le café. Et moi, j'ai surtout vu la Diva de Fury logo. Même les deux divas, parce que Coolmat aussi a été très bon, mais la Diva de Fury qui a fait un super boulot et qui a complètement désynchronisé Outlaws. Et sur cette map-là, il n'y avait pas trop débat. Tu profites qu'il y a 15-1 sur Tracer. Bon, voilà, c'est quand même hyper fort de la part de Spitfire et c'était un peu annonciateur de la suite. Ouais, Profit, moi, il m'a vraiment marqué sur cette map. C'est étonnant parce qu'il la joue assez peu, mine de rien, Tracer, mais c'est peut-être une des meilleures Tracers de la ligue, hein, et pourtant, il la joue vraiment assez peu souvent. Parce que les deux, Profit et Birdring, sont capables de la jouer, et en fonction de l'autre pick qui est requis dans la compo qu'ils veulent faire, bah, ça va être l'un ou l'autre qui va jouer. Euh, Ouais, il y a aussi ce duo de diva qui se met entre Woolhall et Fury. Je crois qu'ils alternent d'une map à l'autre. Je comprends pas trop cette stratégie. Je vois pas trop le pattern qu'il y a entre les maps et les joueurs qui jouent, mais ça force est de constater que ça fonctionne. En tout cas, sur les deux rencontres, ça a fonctionné. Et puis en plus, sur le fait que Londres, ils l'ont joué à l'usure, hein. Ils ont eu beaucoup de maps Ouais, sur bah ce oui. dernier jour. Il fallait faire tourner parce que Uncle avait dit dans une interview de Zaroid, après un quad map, ils sont exténués, les joueurs. C'est vrai. Donc le fait de tourner comme ça entre les joueurs, même s'ils ont assez peu tourné, mine de rien, par rapport à la semaine précédente, ça a quand même un facteur important dans le sens où il faut quand même faut aller jusqu'au bout, quoi. Et puis déjà, cette deuxième map, on le sentait, ils ont mal démarré parce que ils étaient aussi, ouais, ils ont eu peut-être mentalement un peu moins Mm. dedans, quoi. Map suivante, c'était Anubis. Et alors là, j'ai été un peu étonné sur l'attaque de Houston. On a vu Jake prendre un Tracer et Lingzer sa Fatal. Lingzer sur Fatal, quand il y a Orisa en face, finalement, avec le bouclier, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et surtout, pas de Chacal chez Twain. J'étais un peu étonné, sachant que c'est son pic phare à Jake, qu'il est assez efficace sur cette carte-là. Et finalement, Sur l'attaque de. Anubis? Ouais. Et il a joué Chacal, Ah hein. bah alors, Il le joue très tard. oui, Au début, il il est pas il du le tout chante. En ciblé fait, sur ouais, c'est Tracer. ça. Au début de la map, Au il le début, prend ouais. pas. Et du coup, moi, j'ai trouvé. En fait, c'est ça, c'est que les Outlaws ont mis un peu de temps à se mettre en route et l'attaque était un peu désorganisée. Finalement, il l'a pris à la fin et c'est ça qui leur a fait défaut. Est-ce que c'était pas étonnant comme move justement? Ouais, tu parles de l'attaque, effectivement, ouais. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, enfin, ouais. Jake, il m'étonne parce qu'en fait, on le voyait vraiment en OTP Chacal, effectivement, et beaucoup lui reprochaient, mais quand tu vois le niveau qu'il a sur le personnage, tu peux juste que dire, bah, alléluia et amen, quoi. Ouais. Genre. Mais finalement, il nous a sorti à quelques reprises une Tracer. Il a même joué un soldat, si je dis pas de bêtises, Sur une fois de temps en Gunvald, temps. non? Ouais, mais pas sur ce BO-là, hein, mais un peu plus tôt dans la compétition. Et finalement, il a un niveau qui est pas si mal que ça, mais il est pas aussi décisif parce que les bombes sont peut-être un peu plus approximatives. Il est plus fragile, alors qu'avec son chacal, il maîtrise très bien les mines pour me remettre en sécurité. Il joue de très loin aussi par moment. Mm. Et du coup, c'est vrai que ce choix dans l'attaque de jouer la Tracer, je pense comment dire, il comptait beaucoup sur Lingzer et sa Fatale pour faire le travail. Et malheureusement, il a été bien tenu en respect par Birdring. Le duel de Fatal, Lingzer, je trouve, a été un petit peu en dessous de ce qui nous a habitués. Eh ben alors, c'est Et je exactement pense que ce ça a que. fait une Ouais. grosse différence pour les Houston C'est Astros. ce que j'allais te demander sur ce match-là, c'est que Lingzer, qui est l'élément clé, un des éléments clés de cette équipe, a été presque transparent, quoi. Et Logo, toi tu l'as peut-être vu aussi, mais c'est sur en tout cas sur ce match-là, son absence s'est fait ressentir, son manque d'efficacité habituelle s'est fait ressentir. Et clairement, moi c'est à ce moment, sur les deux premières maps, tu vois qu'il est pas trop dedans, tu te dis que ça va être compliqué pour les Outlaws de tenir la cadence. En fait, il a été pas mal quand même après sur la suite sur Dorado. Mais sur Anubis, c'est vrai que il était plutôt transparent, mais c'est pas de son fait, c'est pas à cause de ses mécaniques, c'est plus parce que la stratégie, les pics qu'ils ont pris convenaient pas du tout par rapport à la défense qui était proposée par Londres.
Et en fait, je pense que c'est Londres qui l'a vraiment bien joué parce que ils se sont positionnés à un endroit qui est pas méta. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le marché alors que d'habitude on a plus tendance à être en hauteur, un peu plus reculé. Et pour Fatal, là, on a moins la pression, on a plus la place et puis le shield d'Orisa couvre moins toute l'équipe parce qu'on va se partager entre 2 hauteurs. Mhm. Là, pour le coup, Londres a décidé d'être plus rapproché et Houston, et c'était peut-être leur défaut sur cette demi-finale, c'est qu'ils ont été pas vraiment capables de s'adapter très vite. On a vu, ils ont beaucoup buté, ils ont vraiment perdu beaucoup de temps pour prendre le point. Et puis après, on l'a vu sur le point B aussi, ils ont fait beaucoup de changements de héros, mais vraiment beaucoup. Là, c'était de l'autre côté, ils ont eu du mal à trouver les solutions. Et tu perds du temps, du coup, par rapport aux ultis que tu charges pas. Enfin, il y a vraiment eu un problème à ce niveau-là. Et puis l'autre problème que je trouvais de la part de Houston et de l'équipe en général, c'est qu'ils disengagent très mal. C'est-à-dire que quand un teamfight fonctionne pas et qu'ils sont obligés de s'en aller pour pas perdre trop de temps et pour réorganiser l'attaque, soit ils le voient pas bien et du coup ils se font cueillir, soit du coup ils se font délai trop assez, enfin le positionnement est pas bon, la manière dont ils s'en vont, et du coup là aussi ils se font avoir, quoi. Ouais, et puis ça permet Mais aux adversaires de charger leur ulti, ce qui est jamais une bonne chose non plus. Donc, oui, puis au lieu de c'est perdre vrai. 5 secondes, t'en perds 30, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc pour Anubis, c'était pas terrible. Et puis enfin, Eichenwald, voilà, encore une fois, il y a eu plutôt. En fait, l'attaque des Spitfire était pas incroyable, mais derrière, ils font une défense énorme sur le convoi. Et alors, moi, il y a un truc qui était symbolique, je trouve, c'est que le chacal de Profit a surclassé celui de Jake, alors que Jake est censé être le maître chacal de cette Overwatch League. Et voilà, on a vu Profit avec un ultime aller tuer encore les deux supports en overtime à la fin et pour donner la victoire à son équipe. Et c'était un peu symbolique chez Toine que voilà, l'élève dépasse le maître, si on peut dire. Ouais, c'est sûr que Profit, là, pour le coup, a fait le travail. Et je crois même, alors là, ça va être un détail, mais il me semble me souvenir que Profit détruit un pneumastique de Jake avec Avec une son grenade. pneumastique. Je sais même Ah, pas si avec c'est son possible, mais il pneumatique. me semble me souvenir d'un truc comme ça, quoi. C'est Oui, possible. je m'en souviens aussi de ça. Et c'est vrai que tu le dis, ils viennent le chercher sur leur terrain. On a même un duel de McCree aussi sur cette map. Et en fait, Linkzer, il est quand même très solide, hein, sur Mhm. McCree. Mhm. Et il se fait avoir une fois de plus par Birdring. Même s'il a mieux joué que sur Anubis, ils se font surclasser, tout simplement. Ouais, bon, mais donc ça mettait fin à leur série assez incroyable. Déjà c'était une réussite pour eux, incroyable d'aller en demi-finale. Maintenant, voilà, Londres, peut-être que cet enchaînement des matchs a fait que, on s'est dit ils allaient être fatigués. Bah non, ils se sont échauffés, ils se sont motivés au fur et à mesure de la journée. Et puis voilà, là c'était un peu la consécration pour en plus aller gagner après derrière. Ça se sentait quand même Ouais. un peu, hein, à la fin, à la fin de la finale, on voyait, il y en avait certains qui étaient vraiment exténués, hein. Ils mettaient l'épaule sur leurs copains. Enfin, Londres, quand même, à la fin, ils étaient très éprouvés. Ah ouais, Nuss, on voit notamment Nuss qui met les mains sur les genoux, l'air de souffler, genre, le mec vient de finir un marathon. Bah ouais, c'était un peu ça. Bon bah voilà, c'était les playoffs de cette première étape. On va quand même dire un tout petit mot sur les autres matchs de la semaine 5 après un petit jingle. Capture the objective. Allez messieurs, on va dérouler assez rapidement les autres matchs de cette semaine. On va surtout s'attarder un tout petit peu plus sur ceux qui avaient de l'enjeu. Et le premier match de cette semaine n'en avait pas, puisque c'était les Dragons face aux Fuel, et les Fuel se sont imposés 3-2. C'était un peu mieux. Les Fuel qui finissent cette semaine, on va le voir, avec 2 victoires. C'est rassurant en un sens, même si c'était pas contre des grosses équipes. Voilà, il y a quand même eu quelques belles choses. Et du côté des Dragons, chez Toine, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est quand même un peu mieux aussi que ce qu'on voyait au début où ils prenaient des 4-0 secs. Il y a des motifs, on va dire, d'encouragement. Ouais, complètement. Moi, les Shanghai Dragons, j'arrive pas à trop les critiquer. Parce que en fait, à chaque fois qu'il y a une rencontre qui paraît impossible pour eux, ils arrivent à faire leur plus beau match à chaque fois. Alors là, contre les Dallas, c'était peut-être pas aussi flagrant que ça, parce qu'ils n'ont pas un niveau extraordinaire en ce moment dans le début de cette ligue. Mais ils s'en sortent quand même avec 2 maps remportées. Et c'est pas mal. Et à chaque fois, les Shanghai Dragons, même contre Séoul, même contre les plus grosses équipes de ce tournoi, ils arrivent toujours à montrer quand même de belles choses. Donc je pense que c'est une équipe sur laquelle il faudra compter au fur et à mesure de la ligue.
Écoute, on va voir ça, on l'espère en tout cas pour eux. Le match suivant, c'était les Gladiators face au San Francisco Shock, une victoire 3-1 des Gladiators. Là non plus, ça ne comptait pas pour les playoffs. Moi, je m'interroge, et Logo, tu vas pouvoir m'aider, sur le rôle des DPS de cette équipe et qui est titulaire et qui est remplaçant finalement, parce que j'ai l'impression que ça tourne tout le temps et qu'eux-mêmes ne savent pas très bien entre Surfour, Hydration et Escher qui prend la place de qui à chaque fois en fait. La semaine dernière, ils avaient clairement fait le pari de dire Hydration et Surfour sont les deux titulaires, mettant sur le côté HR. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et là, pour le coup, HR est revenu et il a tourné avec Hydration et Surfour. Il me semble que c'est pas spécialement un besoin d'avoir vraiment deux titulaires affirmés. Les trois sont très forts dans leur domaine. Après, Surfour fait plus office de couteau suisse et HR est un spécialiste des hitscan et hydration projectiles. Pour le coup, j'étais quand même content de revoir HR rejouer parce que la semaine dernière, je trouvais qu'il manquait vraiment à l'équipe et là, il a fait le boulot. Ok, alors le match suivant c'était Valiant face au Dynasty. Alors là on a eu une petite surprise puisque les Valiant qui étaient à la course pour les playoffs, qui devaient gagner le plus de points possible, ont mis un 3-0 quand même. Il y a eu une égalité sur Anubis après une bonne défense des Valiant sur la deuxième attaque de Séoul. Mais alors le 3-0 qui faisait plaisir. Moi il y a un joueur que j'ai trouvé moins bon, c'est Silk Thread. J'attendais pas mal de lui, on l'avait trouvé pas mauvais quand il rentrait dans les maps au début de la saison, et maintenant il est un peu en dessous d'Agilities, je trouve. Toi, chez Toine, tu préfères lequel des deux? Ouais, clairement, Agilities. Agilities, c'est un petit génie, honnêtement, on peut pas tergiverser là-dessus. Siltrade est bon, il peut nous sortir de bonnes choses, mais c'est pareil, c'est un joueur qui manque de constance. Et Agilities, le moment où tu vas moins le voir briller, c'est parce qu'il va se faire complètement focus, et du coup, c'est normal. Quand tu es vraiment la cible de toute l'équipe, bah, tu peux pas non plus faire des miracles. Mais Agilities arrive toujours à être au-dessus. Après, moi, je suis un peu déçu parce que même si c'est les Valiant qui remportent cette map, il y a deux Français, bon, tout ça. Mais les Séoul, ils sont en perte de vitesse et je comprends pas pourquoi. C'est vrai que c'est très étonnant. Mais en fait, tu l'as dit, et moi je sais pourquoi. C'est parce que Unko était de retour. Et voilà C'est pourquoi. vrai. Et voilà, Cocorico. Non, honnêtement, Unko qui a fait une super entrée, qui a fait un super retour alors qu'il était absent la semaine dernière. Et Verbo n'avait pas été trop mauvais non plus, mais vraiment là, il s'est fait sentir. Et moi j'ai trouvé que c'était une très bonne chose pour les Valiant. Et donc, le match suivant, c'était Boston Attends, Uprising. Oui, dis-moi. Juste pour dire, il y a un truc intéressant par rapport à Séoul, c'est cette volonté absolument de faire jouer Guido sur le poste de healer. Ouais. Et la semaine dernière, il remplaçait Rujong. Visiblement, c'était manifestement, ça n'avait pas marché parce qu'il n'y avait pas le leadership et les calls de Rujong. Et ben là, sur ce match-là, ils le font jouer au début, en tout cas, à la place de Toby. Toby qui est quand même un main healer incroyable, une des meilleures merci du jeu. Et là, pour le coup, il décide de mettre Guido en deuxième healer, qui sur son Zenyatta, et Rujong qui du coup passe sur Mercy, et ça marche pas du tout. Et Guido, qui à la base n'est pas un healer, hein, il est officiellement comme flex, mais là, c'est un ancien DPS en fait. Je sais pas d'où sort cette volonté de la part des Dynasty de vouloir faire jouer ce joueur, mais visiblement ça marche pas et c'est un vrai problème. Il y a un problème de coaching, en tout cas, je trouve, au niveau de l'équipe. Toi, tu Je trouves suis aussi, je ouais. suis d'accord avec toi hein, sur ce problème de Guido, mais ça a été certainement une volonté de dire il va jouer heal. Il est flex, mais il va jouer heal. Du coup, je pense qu'il le traîne. Il le traîne à mort et il le force un peu, mais ça va sûrement payer au fur et à mesure de la saison. Hein, mais Pour faut le coup, bien, ce faut bien garder match-là, en tête que les fins de stage, oui, ça compte parce qu'il y a un peu d'argent, etc. Mais le but, c'est la fin, quoi. Tout à fait. Un match suivant qui n'avait pas beaucoup d'impact non plus, puisque les Uprising de Boston jouaient les fusions. Enfin, tu me diras si, Uprising, ils avaient besoin de points. Et ça a été le 4-0 assez sec. On a vu Carpe beaucoup moins en forme, alors que de son côté, Dream Casper a brillé. Et l'ami Fragi, comme toujours, qui était souvent le premier à mourir. C'est toujours un petit peu compliqué. Toi qui suis de près cette équipe, Logo, est-ce que tu as quelque chose à en dire ?
Cette équipe est très frustrante. Je suis pas le seul ici à suivre de près cette équipe, puisque si j'ai bien compris, Chetouane est aussi un supporter Ouais, des Fusions. Ah, mais un grand fan. ah bon, Et voilà. cette équipe est franchement frustrante, hein. Franchement, sur le papier, ils ont tous les ingrédients pour être top 3 de l'Overwatch League. Mm. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Et je pense que c'est encore une fois, on le dit tout le temps, mais c'est à cause de Fraggy qui a un decision making qui est vraiment pas bon, je trouve. Plusieurs fois, il va diver tout seul et chase par exemple une Widow et laisser totalement à découvert ses DPS et ses healers. Euh, Poco aussi fait pas un très grand match. Il y avait ce débat entre Poco et Hotba qui devait être le flex DPS, le flex tank, Donc, pardon. ouais. Et pour le coup, Poco est revenu sur cette semaine, mais il n'a pas été vraiment transcendant. Et derrière, le duo de DPS qui est très fort, Shadowburn et Carpe, ils sont très forts, mais bon, ça suffit pas toujours, quoi. Et là, pour le coup, ils sont un peu tout seuls. Le duo de healer aussi est pas terrible. Ouais, C'est c'est frustrant, un peu la crise pour j'imagine. moi. Ouais. Moi, je vois une crise du côté de Philadelphie. Il va falloir trouver des solutions. Espérer que la méta va changer dans le bon sens pour eux, parce que sur le papier, ils devraient être plus forts que ça. Bah écoute, on vous le souhaite alors du coup messieurs. Le match suivant c'était Excelsior face aux Mayhem. Les Mayhem qui ont quand même arraché une égalité sur Horizon, mais le reste c'est très à l'avantage de New York. On va pas pouvoir en dire grand chose malheureusement. Les Mayhem c'est toujours un peu pareil, hein. Ils sont pas ridicules dans leur match, mais le résultat à la fin est toujours un peu sec. En face, on a vu quelques trucs sympas. On a vu quoi? Zebosaik, par exemple, de duel un peu pine sur une fatale, notamment sur Horizon. Maintenant, voilà, c'est très compliqué pour eux et les recrutements de l'inter-étape vont peut-être leur faire du bien. Match suivant qui était très important, c'était Outlaws face au Spitfire et c'était, on le savait pas encore, mais la preview de la petite finale, de la demi-finale. Outlaws qui l'a emporté 3-1 et moi j'ai trouvé que les Coréens, ils défendent assez bien quand c'est la dive et quand ils la jouent. En tout cas, sur ce match-là, Spitfire, ils étaient assez bons pour jouer la dive et la contrer. Mais alors, quand c'était un truc un peu différent, et notamment quand Houston sort des héros comme ils le font souvent avec Chopper, avec Orisa, avec Chacal, et ben, finalement, sur ce match-là, Londres avait du mal. Logo, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Sur ce match-là, j'ai trouvé que Londres a vraiment forcé la dive. Ils n'ont pas voulu switch. Et pour le coup, Jake, quand tu as Jake dans une équipe, tu as une des meilleures équipes anti-dive, tout simplement, parce que son Junkrat est très fort, on l'a dit tout à l'heure. Birdring était en grande forme là, mais Profit était clairement pas là dans la rencontre. Il était pas à son meilleur niveau. Ça joue aussi du côté de Londres. Et puis par contre, les supports de Londres, ils meurent beaucoup aussi. Avec Jake ou Linkzer, c'était difficile pour Londres de protéger la backline. Ça a été pour moi les trucs ça a été un élément très très important dans ce match-là. Surtout que de l'autre côté, moi j'ai trouvé Rocus très fort sur ce match, qui avait tendance à équilibrer le teamfight, c'est-à-dire quand un de ses tanks, quand Bani, pardon, son collègue support mourait, il y avait toujours Rocus qui arrivait à aller prendre un kill en face, et du coup ça rééquilibrait un peu les dégâts. Heureusement, l'avenir donne raison au Spitfire puisque ce match n'est pas déterminant, mais c'était peut-être une petite alerte à ce moment-là et c'est peut-être ce qui leur a donné un petit électrochoc et il leur a permis d'avoir l'avantage face aux Outlaws en demi-finale. Qu'est-ce que tu en penses, Chetouane? Ouais, cette rencontre, elle était vraiment décevante de la part des London Spitfire. Profit, tu le disais, hein, il a été complètement à côté de son match. Il a raté des pneumatiques dans tous les sens. Si important enfin les ultimates de Chacal, c'est trop fort en fait. Genre, ça doit faire absolument ou un gros kill important, ou alors au moins 2 kills. Donc, et là, il en a raté plusieurs à 0, donc déjà ça pèse. Et puis ouais, des Houston Outlaws qui sont solides sur leurs appuis, qui ont vraiment l'envie de gagner, qui sont portés par la foule aussi. Et puis moi je trouve que c'est Coolmat est très impressionnant. Il est MVP de cette rencontre et il est vraiment très très fort. Ouais, moi je trouve de toute façon de manière générale que les deux tanks des Outlaws ont été Ouais, très bons. Mouma est fort aussi. Ouais, et d'ailleurs ça explique aussi qu'ils sont arrivés deuxième de ce premier stage. Mm. Le match suivant, c'était les Dallas Fuel face aux Los Angeles Gladiators, encore une rencontre qui n'avait pas beaucoup d'enjeux, et les Fuel qui sont imposés donc 3-1, et on l'a dit, les Fuel qui finissent sur 2 victoires
c'est pas c'est une petite surprise dans la mesure où les deux, ils ont eu que 3 victoires dans ces 10 premiers matchs et ils en ont 2 cette semaine. Pas face à des grosses équipes encore une fois, mais voilà, c'est encourageant pour la suite, c'est rassurant pour les fans. On sait que normalement, ils avaient tendance à avoir beaucoup de fans, ils sont peut-être un peu partis du côté de Houston, à l'autre bout du territoire. Maintenant, voilà, il va quand même falloir s'améliorer pour cette équipe-là et pour les Gladiators aussi, puisque il y a des bonnes choses, mais il va falloir confirmer. Match suivant, c'était les Dynasties face au Choc. Et alors là, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure chez Toine, les Dynasties qui sont en perte de vitesse puisqu'ils s'imposent seulement 3-2 alors qu'ils avaient besoin du plus de points possible pour aller en playoff. Et là, ils prennent qu'un seul point. Et en plus, les Chocs qui leur prennent une map de contrôle qui est Ilios, qui les battent sur Anubis aussi, c'est étonnant, je trouve. Et on en a parlé tout à l'heure. Donc on va pas trop s'attarder dessus, mais cette équipe de Dynasty qui faisait peur à tout le monde, si elle se ressaisit pas, elle va peut-être subir un peu plus en deuxième partie de saison. Match suivant, les Valiant face aux Dragons, 4-0 pour les Valiant, qui prennent 4 points pour aller en playoff, c'est parfait. On va passer très vite puisqu'on attend tous les matchs suivants. Excelsior qui jouait face au Spitfire, victoire 3-2 d'Excelsior, et c'était la preview de la finale logo. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait qu'on les pensait favoris, les New York Excelsior, alors que finalement non. Sur ce match-là, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait la différence, à ton avis? SBB, il a été vraiment très 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 fort. Et il était toujours là pour faire le pick clutch. Il arrivait toujours à kill la Mercy en début de fight. Il a vraiment été très impressionnant. Pour moi, c'était peut-être la meilleure performance de SBB depuis le début de la saison. Et il y a Jonak aussi, tout simplement. Jonak qui a gagné le duel face à Bedozin. C'était quand même un très beau duel de Zenyatta. Et lui, il a toujours autant d'impact en tant que troisième healer, troisième DPS, pardon, entre guillemets. Il est quand même très fort. D'ailleurs, sur ce match-là, les Excelsior qui ont pris les 2 maps de contrôle et la map d'assaut, et d'ailleurs, c'est leur grande force, on le sait depuis ce début d'Overwatch League, et c'est aussi ce qui faisait qu'on les pensait favoris pour la map finale, en tout cas pour la finale face au Spitfire. Match suivant, alors ça c'était le match de la peur pour les Valiant, puisque on va vous remettre un peu dans le contexte. Les Outlaws affrontaient les Boston Uprising, et pour que les Valiant aillent en playoff, il fallait que Uprising s'impose d'un seul point. Tout autre résultat donnait soit une des 2 équipes en playoff. Et alors, on arrive en 5e map, dans Legion Tower, donc déjà là tout le monde se dit c'est incroyable. Et finalement, en 3e side, ce sont les Outlaws qui s'imposent pour aller en playoff. C'était un peu frustrant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça chez Toine du côté du cast, mais moi j'étais derrière mon ordi et jusqu'au bout je me suis dit ah c'est bon, et en fait c'était pas bon. Ouais, ça devait être horrible pour les Los Angeles Valiant. Les Boston Uprising qui ont fait une très très grosse rencontre. C'était vraiment vraiment impressionnant. Ils ont un niveau de jeu qui n'arrête pas de monter et ils se retrouvent face à une équipe qui a le vent en poupe, qui est vraiment qui est sur succès. Et c'est vrai qu'on y a cru, hein. On y a cru jusqu'au bout. Et en plus, c'était le score parfait, je crois, hein. Oui, Fallait oui, c'est ça. absolument que Boston gagne 3-2. Ouais, et en plus, il gagne un side. Donc tu te oui. dis, ah, c'est possible. Malheureusement pas. Trop frustrant pour tous les fans de Valiant dont je fais partie. Et puis, il restait quand même un dernier match à jouer avant les playoffs, puisque c'était les Florida Mayhem contre les Philadelphia Fusion. Une petite victoire des Fusions, 3-2. Voilà, Mayhem qui finit la saison avec le stage avec une seule victoire. Les Fusions qui finissent 6 victoires, 4 défaites. Tu l'as dit tout à l'heure, Logo, hein, c'est une équipe qui pourrait faire mieux, qui manque un peu de consistance. Ça s'est vu face à ces Mayhem qui sont normalement bien plus à leur portée. Ouais, là, il y a quand même un joueur qui a fait un chantier monstre durant le match, c'est Carpe. Il est à 86 kills pour 27 morts et 52 ults. Alors, certes, il joue Tracer qui charge très vite son ulti, mais quand même, il a vraiment été monstrueux sur le match. Et heureusement qu'il était là parce que c'était pénible pour Philadelphie, hein. C'était difficile. En face, les Mayhem ont fait une bonne semaine quand même s'ils ont perdu leur match, ils étaient présents. Quoique, je dis peut-être une bêtise, on en gagné un des 2, non? Je sais plus. Les Mayhem cette semaine, non, ils perdent leur premier Ils ont match perdu les puisqu'ils 2? finissent qu'avec une seule Mais victoire. il y a du mieux, il y avait du mieux dans l'équipe en tout cas, j'avais trouvé. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément Florida qui a step up, mais c'est plus Philadelphie. Bizarrement, je les trouve moins bons qu'en début de saison, alors qu'on se disait Fusion, ils ont tous les ingrédients sauf de l'expérience collective pour être très forts. Et j'ai l'impression que plus ça avance et plus ils ont du mal, quoi.
Donc, on sait pas trop. On Est-ce comprend que, pas trop. est-ce que chez Toine, ça pourrait être lié au fait que les autres équipes ne les avaient pas vus jouer aussi, que du coup ils ont pu sortir des trucs et que maintenant les autres équipes se sont adaptées? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'ils ont commencé fort, après ils ont une grosse période de mou, là ils finissent en demi-teinte. Hotba qui a fait une bonne performance quand il a remplacé Poco, on peut pas dire autrement. Après ça avait vraiment influencé toute la manière de jouer de l'équipe. Ils jouaient quelque chose de beaucoup plus réservé, de moins agressif, avec bah, par rapport à un Poco qui va envoyer des bombes extraordinaires, bien que là en fin de semaine il en ait pas fait énormément. Mais ouais, je sais pas, cette équipe de Philadelphia Fusion, elle est en fait, le truc, c'est que je pense qu'on a oublié le fait que même s'ils faisaient pas des choses extraordinaires par moment, c'est Shadowburn et Carpe qui remontaient le niveau général et qui donnaient tellement d'espace aux autres que si Carpe et Shadowburn ne sont pas effectifs ensemble, bah du coup ça marche moins bien. Il va vraiment, vraiment falloir trouver des solutions pour les Philadelphia Fusion et je pense qu'il leur faut encore du temps et je suis vraiment quand même déçu parce que, comme tu le disais, Logo, ils ont tout ce qu'il faut. Bah ouais, c'est un peu frustrant, mais bon voilà, la saison est encore longue, il reste encore 3 étapes et éventuellement des playoffs qui sont tout à fait atteignables pour eux, donc on verra à ce moment-là. Messieurs, j'aimerais votre MVP de la semaine. Logo, tu as le droit de commencer. Ouais, c'est assez facile quand même, je pense, cette semaine. Je serais pas surpris que vous ayez le même. Pour moi, c'est Birdring qui a été vraiment, au-delà de l'énorme finale qu'il fait contre New York. Birdring, il a été vraiment consistant sur tous les matchs, sur les 4 matchs que joue Londres. Pour moi, il a toujours été exceptionnel. Enfin, vraiment, il a vraiment fait un. Enfin, on pourrait limite en parler comme un potentiel MVP. On a beaucoup parlé de Fleta comme étant le meilleur DPS du jeu pour le moment, mais Birdring, il s'est révélé là, il est vraiment incroyable, quoi. Et clutch, et il est capable de toujours, quand il faut, il est toujours là. Et c'est ça qui est le plus important dans ce jeu, et il le fait tellement bien, il est vraiment spectaculaire. Toi, chez Toine, ton MVP. Ouais, bah, je suis assez d'accord, hein. Birdring est extrêmement fort. Après, comme on récompense souvent les DPS, je trouve que Jonak mérite d'être noté quand même. Le support des Le support Excelsior, des ouais. New York Excelsior, ouais, C'est vrai, extrêmement fort. c'est vrai. Eh ben alors, on n'aura pas tous le même, puisque alors moi j'ai choisi un tank. En l'occurrence, j'ai choisi Fury des London Spitfire. Fury qui finit quand même avec 59 kills et 32 morts sur les matchs de playoff, et qui n'a perdu qu'une seule map, puisque les deux défaites, enfin la première défaite face à Outlaws, il ne jouait pas, et la première défaite face au Excelsior, il ne jouait pas non plus. Donc quand il est là, il gagne. Quand il n'est pas là, il perd. Moi, j'appelle ça un MVP, messieurs. Et sur ces belles paroles, on va passer au petit bilan du premier stage. C'est parti. Escort the payload. Messieurs, on va juste prendre quelques minutes pour faire un petit retour sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour ça, je vais quand même vous rappeler le classement de la Ligue après 10 matchs. Donc on a New York Excel en 1 avec 9 victoires et une défaite. Outlaws, Spitfire, Valiant, Dynasty, ces 4 équipes dans cet ordre avec 7 victoires, 3 défaites. Uprising, Fusion à 6 victoires, 4 défaites. Gladiators à 4-6. Shock, Fuel à 3-7. Mayhem à 1-9 et Dragons à 0-10. C'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce classement? Quelle est l'équipe qui vous a fait la plus forte impression, toi, chez Toine, pour commencer? Alors la plus forte impression de mon point de vue, c'est vraiment Boston parce que avant même que la ligue commence, je les voyais tellement en bas du tableau et j'étais très 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 surpris, agréablement surpris parce qu'ils ont un jeu vraiment agressif. On a un Dreamcasper qui au début se faisait très souvent shutdown avec ses lames du dragon. Il avait la fâcheuse tendance à mourir dès qu'il Mm. dégainait l'épée. Et il a vraiment step up et pour le meilleur, hein, pour le bien de son équipe. Donc vraiment, pas le coup de cœur parce que je suis pas fan de l'équipe de manière générale, mais impressionné par leurs résultats. Et toi, Boston, ouais. Logo, tu vois, qui a eu les meilleurs résultats par rapport à ce que tu attendais? Bah, moi, déjà, la première chose, je dirais, c'est pas forcément une équipe, c'est plus le niveau général. On voyait beaucoup sur Twitter les gens dire, bon, bah, ça va jouer entre les 3 équipes full coréennes, et puis au final, pas du tout. Il y a quand même pas mal, bah, les équipes coréennes ont quand même pas mal chuté, et c'est plutôt serré. Sinon, moi, je dirais quand même les Valiant, ou Houston, mais moi, j'aimerais bien faire un focus sur les Valiant parce qu'on a moins parlé que Houston. Euh,
c'est une équipe quand même qui les Immortals la saison dernière, en Contenders étaient vraiment pas fait des bons résultats et là pour le coup, ils font quand même un bon début de saison. Ils sont solides, ils sont certes dans une division qui est un peu moins dense que la division, atlantique. Mais ils sont là, ils font le taf, il y a pas vraiment un joueur qui carry toute l'équipe et ça, c'est plutôt un bon signe, je dirais, puisqu'il y a pas la dépendance comme pourrait avoir, par exemple, les Shock face à Baby Bay. Et puis, il y a les 2 Français, en plus, qui font, je trouve, des bonnes performances, j'avais trouvé, curieux le choix de mettre, Unco sur Mercy, puis finalement, sur cette semaine, il est revenu sur son Zenyatta avec beaucoup de talent. Donc, moi, j'aime bien cette équipe des Valiants, je les imaginais un peu plus au milieu de tableau. Là, ils sont 4e, c'est plutôt correct quand même. Bah, moi, je vais être obligé de prendre les Outlaws puisque personne ne veut en parler. Mais non, mais très honnêtement, en fait, moi, je trouve que c'est cette série de milieu de saison où ils enchaînent les 5 victoires avec 16 maps d'affilée avant qu'ils en lâchent une face à Choc. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et surtout, alors, c'est un roster avec aucun joueur coréen. Ça, on dit toujours que les Coréens sont plus forts à Le ce coach jeu. est coréen. Oui, alors, Attention. ouais, ok, d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai dit aucun joueur. Aucun joueur, cher Logo. Et en plus, voilà, c'est une équipe qui a été capable de sortir plein de choses hors méta classique, qui ont limite imposé une nouvelle méta, je trouve, avec c'est Orisa Chopper et avec Chacal qui finalement a été de plus en plus joué au fil du stage. Et bah voilà, moi j'ai. Bon, en tout cas, je les attendais un peu comme un poil à gratter. Genre, ils auraient été capables de prendre un peu un ou deux matchs face à des grandes équipes. Et puis finalement, ils se retrouvent en demi-finale, ils se retrouvent deuxième. Et c'est très, très encourageant pour eux. À l'inverse, en voyant ce classement, est-ce que vous sentez une équipe qui va chuter diamétralement pendant la suite, en tout cas pendant la deuxième étape? Toi, Logo, est-ce qu'il y a une équipe qui ne te rassure pas? Bah, on en parlait tout à l'heure, mais moi, les fusions, ils me font peur, hein. Franchement, il y a pas trop de motifs d'espoir. J'ai l'impression là où ils sont très forts, on les attendait, c'est au niveau des DPS, ils le sont toujours. Les Shadowburn et Carpe sont vraiment très forts. Par contre, derrière, je trouve qu'il y a pas beaucoup de motifs d'espoir. Le duo de healer avec Neptuno et Boombox est pas spécialement mauvais, mais il est pas non plus étincelant. Et puis, le duo de tank, déjà, il y a ce ch il y a ce dilemme entre, Hotba et Poco qui est, à mon avis, pas résolu parce que Poco fait pas une bonne semaine. Et puis, Fraggy derrière, sur Winston, c'est un peu délicat quand même. Il faut espérer que la méta qui va s'installer, avec le nerf de Mercy, va favoriser l'arrivée de Reinhardt et ça, ce serait un bon signe parce que le Reinhardt de Fraggy est très fort. Mais derrière, la dive, en fait, est assez compliquée pour les fusions et pourtant, avec leur duo de DPS, ça devrait être leur point fort. Bah ouais, je trouve aussi. J'ai un peu peur. Toi, chez Toine, qui, à ton avis, va faire une contre-performance? Bah, pour l'instant, la plus grosse contre-performance, je pense, c'est les Dallas Fuel. Ils ont dû en décevoir plus d'un, parce que c'est quand même une équipe qui a énormément d'expérience, les anciens Envious. Ils ont énormément de fans, il y a énormément d'attentes, et ils font vraiment, vraiment pas un bon Stage 1. On espère vraiment pour eux, en tout cas, que ça va aller en s'arrangeant. En plus, il y a un recrutement qui va faire plaisir aux Français, Bah hein. oui, AKM. Il y a AKM qui va rejoindre leur rang. Après, est-ce que ça sera suffisant? Je sais vraiment pas, parce que vu le poste que joue AKM, son poste de prédilection, qui est quand même Hitscan, il peut y avoir des petites rivalités peut-être, je sais pas. Ouais, c'est un peu, moi, j'étais content qu'AKM signe chez Dallas, mais par contre, ça m'a fait un peu tiquer de la perspective des Fuel parce que c'est surtout un main, Pharah. Bon, Pharah, il est très fort et il est méta, mais situationnel. Mais surtout Soldat, et Soldat, on l'a très peu vu dans ce Stage 1. Donc, bon, apparemment, de ce qu'on a compris, dans le Stage 2, il y aura beaucoup plus de tank suite à ce changement de méta. Et Soldat peut être un beau counter face à une méta tank. Mais c'est quand même un peu osé de la part de Dallas de prendre ce joueur qui semble être un des meilleurs free agents, ça c'est sûr. Par contre, peut-être pas un des plus adaptés à ce qui s'est joué pour le moment en Overwatch League. Vous en parlez pas mal, messieurs, du nouveau patch. On le sait, Mercy va être un peu moins, on peut dire cheaté. Chacal aussi voit les dégâts de sa mine un peu réduites. On parlait beaucoup, AlphaCast le disait pendant le cast de l'Overwatch League. On sait que lui, il a un grand amour pour Mercy. Est-ce que Mercy va disparaître pour autant de cette, en tout cas de la méta, ou est-ce qu'on va l'avoir beaucoup moins? Moi, j'ai pas l'impression quand même. Chez toi, t'en penses quoi? Moi, personnellement, j'aurais eu tendance à dire que oui, elle allait
peut-être pas disparaître, mais qu'on allait beaucoup, beaucoup moins la voir. Après, Unco, lui, a révélé que d'après lui, elle devrait quand même rester dans les parages parce que ça reste fort. Mais je pense que ça sera plus situationnel par rapport aux maps. Peut-être plus sur les maps statiques, les maps de contrôle, les choses comme ça. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'un changement. Il y a besoin d'un changement de méta. Le nerf de Mercy était vraiment nécessaire. Ne serait-ce que pour la lisibilité des teamfights, c'est fatigant de devoir compter, genre attends, ils ont pris un pic, mais il va revenir à la vie, et 2, ça fait du 8v8, et c'est horrible. C'est long, c'est très C'est très long. Ouais, horrible, du c'est coup, oui. long, ça casse le rythme, et de toute façon, ça va faire du bien, quelle que soit la méta. Je pense pas qu'on arrivera sur de la full quad tank permanente, je pense vraiment pas, mais on va voir beaucoup de nouvelles choses, et c'est cool. Et à votre avis, ça peut partir du coup plus sur du solo heal ou il y a un autre heal qui va s'imposer à la place? Logo, toi tu penses quoi? A priori, on va avoir l'arrivée de Moira, puisque si on part, comme on le dit depuis tout à l'heure, sur beaucoup plus de tanks, sur du triple tank ou du quadra même sur certains cas, Moira est tout à fait adapté pour les healer. Et puis certainement aussi du Lucio qui va revenir, puisque avec son speed boost, il est quand même très important pour bien positionner tous ces personnages qui sont assez lents. Donc à mon avis, on va quand même rester sur du double heal. Merci risque de revenir quand il y aura de la Pharah, je pense, notamment pour la pocket. Et puis sinon, ça va peut-être un DPS qui va sauter au profit d'un healer, j'imagine. Au profit d'un tank, pardon. Bon, bah écoutez messieurs, on verra tout ça. Et alors que le chrono tourne, on approche de la fin de l'émission et de l'overtime. Overtime. Messieurs, l'overtime, c'est le moment où il faut tout donner et pour ça, on a notre petite séquence de questions-réponses rapides et décalées. Alors, on va rappeler les règles. Le Logo et moi, on pose les questions chacun notre tour et chez toi, puisque tu es notre invité, tu réponds en premier et l'autre répond ensuite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Parti. Messieurs, le Baby Bed Challenge a eu un franc succès sur Twitter. Qui a fait le plus beau à votre avis, l'outil ou Shaitwan, qui est très impartial? Clairement, c'est moi. Ah bah oui, chez toi, la plus belle chevelure de tout le cast français. Ça, largement. Évident. Bah, depuis que l'outil s'est coupé les cheveux, on est d'accord, c'est mieux, c'est mieux. Alors, Martin Fourcade est devenu champion olympique pour la 3e fois en biathlon. Est-ce qu'il ferait un bon soldat 76? Ah bah oui, pourquoi pas, AKM peut se faire du souci. Ouais, rapidité, précision, moi j'adore, je l'engage tout de suite. Et d'ailleurs, en parlant des JO, l'e-sport en 2024 à Paris, pour ou contre? Ah, pour, bien sûr. Moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est Jack qui avait dit que c'était plus les JO qui avaient besoin de l'e-sport que l'e-sport qui avait besoin des JO. Peut-être C'était pas quand rigolo, même. il avait dit ça en conférence de presse. Moi, je suis quand même pour parce que c'est un événement qui est incroyable des JO et ce serait génial d'avoir ça en e-sport. Ouais, moi je reste mitigé. mais pardon, tu veux vas-y, non, répondre mais là-dessus. je suis mitigé, mais c'est très long à expliquer, donc let's go. Alors, l'événement du Nouvel An chinois a commencé sur Overwatch. C'est quoi votre skin préféré? Ah, le Genji est magnifique, mais je joue pas le perso, donc je dirais Zarya. Moi, c'est Pharah, je trouve qu'elle fait très. J'ai vu un tweet passer, très Senseiya, chevalier du Zodiac, donc moi j'aimerais beaucoup la voir, j'espère qu'elle va tomber. Moi, j'ai un débat avec madame. J'aime beaucoup Macri, elle l'aime pas du tout, mais je pense que c'est Macri mon préféré. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal aussi. À votre avis, c'était comment dans le vestiaire des Valiants pour la dernière map du Uprising Outlaws? Ah, ça devait être debout, 100%, en train de gueuler et d'insulter tous ceux qui font pas le traf. C'est ça. J'imagine Unco en PLS total à la fin. Il a tweeté juste, juste avant la 5e map, genre dépêchez-vous de gagner avant que je tue tout le monde, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et alors, dernière question, deux rosters coréens en finale. Est-ce qu'à votre avis, on est condamné à avoir ça pour chaque étape? C'est pas la dernière question, pardon. Non, c'est pas grave. Non, je pense pas qu'on sera condamné à voir ça à chaque étape. On pourrait avoir beaucoup de surprises, je pense. Ouais, j'espère aussi en tout cas. Et la dernière question, donc, puisque Monsieur Logo vole mes phrases, qu'est-ce que vous allez faire d'ici la reprise de l'Overwatch League? Parce que du coup, on n'a pas de match la semaine prochaine, on va s'ennuyer un peu. Dormir, streamer, préparer la suite, et voilà. Logo? Ouais, pareil, comme je vais pas regarder de l'Overwatch, donc je vais pouvoir en jouer.
Ah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ouais, moi aussi, je vais dormir parce que du coup, mes nuits étaient prises par ça. Et... Ah non, quoique, il y a la NHL. Je vais peut-être regarder de la NHL. Enfin bref, c'est comme ça que se termine l'épisode 5 de Nerf This Podcast. Merci de nous avoir suivis. Donc, on vient de le dire, la compétition reprend le jeudi 22 février à 1h du matin. Et ce sera un match entre les Seoul Dynasty et les Los Angeles Valiant. La revanche pour les Dynasty qui se sont fait écarter des playoffs par les Valiant. Nous, on sera là la semaine prochaine puisqu'on aura un invité exceptionnel, mesdames et messieurs. On aura un médaillé olympique dans l'émission. Je n'exagère pas du tout. Je vous tease un tout petit peu. Je ne vous dirai pas qui c'est. Donc, mais soyez là. Ce sera, je l'espère, hyper intéressant. Shaytoine, tu n'es peut-être pas médaillé olympique, mais un énorme merci d'être venu avec nous pour débriefer cette première étape. Qui sait si l'e-sport est au JO, peut-être. On espère. En tout cas, on peut te. Ouais, voilà. Médaille d'or du cast. On te retrouve sur Twitter @ShaytoineGame. Nous aussi, on est sur Twitter @NerfThisCast. Pas de podcast, il n'y avait pas la place. @StuckLogo, Stuck_logo pour logo, @RaoulVDG pour moi-même. On est aussi sur iTunes, sur SoundCloud, sur Facebook. Bref, on est partout. Suivez-nous, mettez-nous des étoiles, tout ça. Messieurs, bon repos. Chez toi aussi, surtout. Tu vas te coucher à quelle heure là? T'es encore un peu décalé, non? Ouais, je suis un peu décalé, mais j'avoue que j'ai pas encore beaucoup récupéré ce week-end. J'avais des choses à faire, donc là, je vais aller me coucher pas trop tard, je pense. Très bien. Merci de m'avoir reçu, c'était très très sympathique. Eh bien, écoute, on espère que ce n'est pas la dernière fois. La saison est encore longue, il restera plein d'émissions pour faire encore plein de choses. Merci, Logo, merci à toi aussi. Toi aussi, repose-toi bien, du coup. Hein, voilà, c'est pas très son. Et une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Heroes never die. Nerf